Bienvenue pour cette nouvelle édition de notre webinaire Parlons peu, parlons VUS. Je suis Charlotte Chiron, je suis chef du service communication chez France Volontaire. Avant de commencer, je voudrais vous préciser que ce webinaire sera enregistré et que vous pourrez le retrouver dans les ressources sur notre site internet. À tous les participants et les auditeurs, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, et poser vos questions plutôt sur le chat pour éviter une confusion et une cacophonie. Aujourd'hui, on va aborder la place du volontariat international dans le parcours des étudiants des grandes écoles, quelques jours après la signature d'une convention de partenariat entre France Volontaire et la conférence des grandes écoles. L'objectif, c'est de mettre en lumière l'utilité de l'engagement citoyen et de la solidarité internationale, aussi bien dans le cadre de ses études pour les étudiants que dans la construction de son parcours professionnel, sans oublier bien sûr tous les apports personnels qui sont offerts par une telle expérience internationale. À mes côtés, pour parler de ce sujet, Yann Delaunay, qui est directeur général de France Volontaire, Laurent Champanet, directeur général d'Arts et Métiers et président de la conférence des grandes écoles, et également Alice Zalia, qui est diplômée de Sciences Po Bordeaux et qui témoignera de l'utilité de son expérience de volontariat international sur son parcours aujourd'hui de jeune professionnel. Sans plus attendre, je m'adresse à vous, Yann Delaunay. Est-ce que vous pouvez nous présenter France Volontaire et nous dire ce que représente cette convention de votre point de vue? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette occasion de présenter davantage les opportunités liées au volontariat. France Volontaire, c'est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a la mission de rassembler l'État, les collectivités territoriales, la société civile pour développer le VIES, le volontariat international d'échange et de solidarité, et de permettre à toutes les personnes tout au long de la vie qui le souhaitent de s'engager dans un parcours d'engagement à l'international dans les pays de la zone de l'aide publique au développement, dans des projets partenariaux co-construits avec des partenaires installés en France et des partenaires du monde entier, en Afrique, en Amérique latine, en Asie jusqu'en Océanie. On est persuadé que le volontariat international, le VIES, c'est une opportunité qui est encore peu connue, insuffisamment connue en tout cas par un certain nombre d'étudiants, et particulièrement d'étudiants dans les grandes écoles, qui pourtant pourraient être très intéressés par les expériences qui sont permises par le VIES, à la fois au moment où se présentent des temps de césure dans leur parcours, mais aussi, pourquoi pas, pour expérimenter une pratique dans une zone de coopération et tester ce que le volontariat peut apporter pour leur parcours personnel, professionnel, rencontrer aussi des projets, se confronter à d'autres réalités, sortir de sa zone de confort et peut-être déterminer dans la suite de leur parcours ce qui peut les intéresser après, parfois aussi se confronter à des préjugés qu'on a sur un certain nombre d'environnements, et puis confirmer ou infirmer des projets personnels, professionnels. Ça peut être aussi dans les parcours des étudiants un vrai atout dans la suite de leur parcours, à la fois pour obtenir un certain nombre d'affectations. Il y a certains masters, hein, notamment, qui peuvent justifier d'avoir des expériences, et puis parfois aussi pour mettre à disposition ses compétences, son engagement, sa motivation dans des projets solidaires à l'international. Donc on est vraiment très heureux de cette convention avec la conférence des grandes écoles pour mieux faire connaître les dispositifs tout au long de la vie, leurs spécificités, proposer aussi des actions concrètes aux étudiants qui s'engagent déjà à l'international pour que ces missions se déroulent dans un cadre de qualité, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc vraiment pour nous très important que les étudiants qui le souhaitent soient bien orientés et connaissent les opportunités qui sont nombreuses et qui peuvent être très utiles dans leur parcours à la fois personnel et professionnel. Merci beaucoup pour cette présentation. Un petit mot peut-être sur sur cette convention qui vient d'être signée avant de laisser la parole à Monsieur Champanet. En fait, on est arrivé à la même conclusion avec la conférence des grandes écoles. C'est qu'il y a déjà des étudiants qui s'engagent à l'international. Il y a un enjeu pour eux, c'est d'avoir des projets qui sont de qualité,
L'engagement international, ça se prépare, ça nécessite aussi de trouver des partenaires. Et France Volontaire est implantée dans 24 pays dans le monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Océanie, et a la capacité de venir en soutien d'initiatives portées par des associations étudiantes notamment, pour que les projets qu'ils mettent en œuvre soient utiles, hein, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi, bien sûr, pour les associations, les partenaires dans le pays. Il y a aussi un enjeu extrêmement fort d'outillage, comment mieux faire connaître aux étudiants ce qu'est le service civique à l'international, ce qu'est le volontariat de solidarité internationale, leur permettre de développer des parcours d'engagement qui sont utiles pour leurs études. Et puis, on a aussi, avec la conférence des grandes écoles, l'idée que dans l'action internationale des grandes écoles, le volontariat peut être un outil utile pour internationaliser les grandes écoles, leur permettre aussi, pourquoi pas, d'accueillir des volontaires de solidarité internationale ou en service civique, parce que France Volontaire est très attachée aux mobilités croisées, permettre à la fois à des jeunes Français de partir à l'international, mais offrir aussi des opportunités pour le jeune des pays de la zone de coopération de venir en France. Et bien sûr, compte tenu de l'excellence des grandes écoles, c'est des espaces particulièrement adaptés pour ce type de mobilité, à la fois vers l'international, mais vers la France aussi, pour bien valoriser, faire rayonner, disons, ce modèle exceptionnel qu'est les grandes écoles françaises. Merci beaucoup pour cette précision. Je m'adresse à vous maintenant, Laurent Champanet. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Arts et Métiers et président de la conférence des grandes écoles. Alors, c'est quoi exactement la conférence des grandes écoles pour les auditeurs qui sont présents? Oui, merci Yann et merci Charlotte de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, effectivement, la Conférence des grandes écoles, c'est une association qui regroupe près de 250 grandes écoles. Une partie d'entre elles sont à l'étranger, mais la très grande majorité sont des grandes écoles françaises. Une gamme assez variée de grandes écoles. Alors, bien sûr, une majorité de grandes écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce management, mais aussi les écoles du champ de l'agriculture, agro-véto, du champ de la culture, design, architecture, les écoles de la défense, les Sciences Po, l'ex-ENA, les écoles normales supérieures. Donc, il y a un champ relativement vaste d'écoles qui partagent comme objet commun de former des cadres pour les entreprises et pour les organisations. Donc, elles diplôment à minima à Bac+5. Et puis, pour rentrer à la conférence des grandes écoles, elles doivent satisfaire un ensemble de critères, des critères d'autonomie, des critères de sélection à l'entrée, faire de la recherche, être connecté à des entreprises et des organisations qu'elles servent, et puis une ouverture forte à l'international, parce qu'on considère que aujourd'hui, dans la formation d'un cadre, l'expérience internationale est vitale. Ces cadres-là, ça doit être des gens qui ont un pouvoir de transformation sur les entreprises et les organisations qui vont rejoindre, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de transitions à faire dans les entreprises et il faut qu'on ait des cadres qui soient à la manœuvre pour ça. Et l'ouverture à l'international, à la fois simplement par l'ouverture culturelle qu'elle amène, est un élément important. Et on a tendance à penser que cette formation des cadres, elle ne se fait pas que dans une classe devant un prof, elle se fait dans tout ce que font les étudiants, ce qu'on appelle l'expérience étudiante, la formation, mais aussi toutes les activités collectives de vie étudiante, et puis aussi ces activités collectives ou individuelles en termes d'engagement. Voilà. Et puis, bien évidemment, les stages en France ou à l'étranger et les expériences internationales. Et donc, du coup, c'est vrai que cette capacité que peuvent avoir les écoles à envoyer leurs étudiants à l'international, elle est assez importante. Et comme l'a dit Yann, dans différentes phases de passage dans l'établissement, effectivement dans des phases qui sont organisées par l'établissement dans le cadre d'une mobilité pour ses études, mais aussi dans le cadre d'une césure, aussi dans le cadre d'un engagement personnel en dehors du temps d'études qui va se retrouver sur les vacances, des choses comme ça. Et puis aussi, soit seul, soit dans le cadre d'une association étudiante. Et on a effectivement beaucoup d'étudiants qui s'engagent à l'étranger dans des projets
Les projets en question peuvent aussi être des projets où on met en application des savoirs et des savoir-faire qu'on a travaillé pendant nos études, hein. Moi, je dirais, j'ai une école d'ingénieur très tournée sur les aspects techniques. Moi, j'ai des étudiants qui vont fabriquer des pompes, des puits, des choses comme ça dans des zones qui ont besoin d'eau. Donc, c'est à la fois de l'international, de l'engagement personnel, de l'engagement collectif, mais aussi une mise en application de ce savoir-faire. Et pour nous, établissement, enfin, école, ça fait toute une gamme assez diverse de situations d'étudiants, de destinations d'étudiants. Et parfois, on peut être un petit peu inquiet des conditions de départ de nos étudiants. Donc, cet engagement qu'on passe avec France Volontaire, c'est pour nous la possibilité d'avoir en appui un partenaire de confiance qui va nous mettre en relation avec des opérateurs locaux qui vont nous permettre aussi de sécuriser, de mieux sécuriser cette mobilité de nos étudiants de façon à ce que l'objectif soit atteint, qu'il soit un objectif d'études, un objectif d'engagement personnel, un objectif professionnel, et pour réussir, pour mieux réussir ces expériences, à la fois pouvoir en proposer plus et à la fois mieux réussir celles qui existent. Donc ce côté s'appuyer sur un partenaire de confiance, c'est vraiment fondamental pour nous. Et puis effectivement, comme vient de le dire Yann, c'est aussi l'opportunité d'accueillir des jeunes internationaux dans nos campus parce que l'expérience internationale, c'est pas que la mobilité, hein, c'est aussi vivre avec des jeunes. Alors, dans nos campus, on passe beaucoup d'accords internationaux, on a des échanges d'étudiants, mais c'est bien d'avoir aussi des jeunes qui viennent dans d'autres contextes qui vont aussi nous aider à travailler sur certains projets, qui vont accompagner aussi nos étudiants dans leur engagement. Donc, cette possibilité-là, c'est une possibilité qui est très intéressante pour les écoles. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments. Vous m'offrez une transition idéale. Pour revenir vers vous, Yann Delaunay, je rappelle que le VUS, c'est le Volontariat international d'échange et de solidarité, qu'il existe de nombreux dispositifs accessibles à toutes et tous, quel que soit son âge, sa disponibilité, son expérience. Mais concrètement, quels sont les dispositifs de VUS qui vous semblent le plus adaptés pour les étudiants des grandes écoles? Merci Charlotte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs et parfois on peut être un peu, ne pas trop savoir comment s'y retrouver. Le premier conseil que j'aurais à donner à ceux qui voudraient s'engager, c'est d'aller sur le site de France Volontaire. Vous avez à l'entrée du site un quiz d'orientation qui vous permet de définir à la fois votre profil, le temps disponible, l'âge que vous avez, votre origine, et qui va vous permettre de cibler des dispositifs qui existent. Donc vraiment, le premier conseil, c'est d'aller sur le site de France Volontaire. Vous avez aussi beaucoup de témoignages qui vous permettent de vous rendre compte de ce que sont ces différentes formes d'engagement. Les dispositifs qui peuvent correspondre aux étudiants, c'est d'abord les chantiers internationaux. L'idée, c'est de s'engager sur des périodes assez courtes, qui peuvent être de quelques semaines dans des groupes. Et c'est un bon moyen de commencer son parcours à l'international dans des formats qui sont collectifs, qui travaillent sur la mixité, hein. Vous avez des jeunes de plusieurs pays qui viennent dans ces chantiers internationaux et qui sont aussi très concrets. Alors, chantier, on imagine tout de suite des murs, mais ça peut être aussi des travaux très concrets dans des bibliothèques, auprès de communautés locales, des chantiers aussi sur la sensibilisation aux objectifs de développement durable et des collectes de déchets, enfin toute une série d'actions qui sont vraiment concrètes et en groupe. Et donc, il y a toute une série d'acteurs qui sont spécialisés dans ces chantiers pour que ce soit des chantiers utiles. Après, il y a le service civique que la plupart connaissent en France, qui est ce dispositif d'engagement jusqu'à 25 ans, qui est basé sur la motivation, mais peu savent qu'il est possible de le faire à l'international. Or, il y a toute une série d'acteurs qui sont spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement de volontaires en service civique à l'international, qui permet sur la motivation, sur l'engagement, hein, pas sur des questions de compétences, mais plutôt sur une envie de servir, de s'engager dans des missions qui sont co-construites avec des partenaires internationaux. Et donc là, si on a moins de 25 ans, si on a envie de s'engager 6 mois, hein, jusqu'à 12 mois, il est possible de faire un service civique dans les pays de la zone de l'aide publique au développement. Et le dernier dispositif auquel je pense, c'est le volontariat de solidarité internationale, le VSI. Et le VSI, là, c'est un volontariat de compétences
qui vraiment va nécessiter de mobiliser des compétences acquises pendant ses études, ses compétences personnelles, et de les mettre au service d'un partenaire, de la société civile, d'une collectivité territoriale, parfois d'agences publiques, sur des projets qui durent, eux, 12 mois minimum. Et là, il n'y a pas de limite d'âge. On peut le faire tout au long de son parcours d'études et même largement après ses études, pour construire des projets qui sont très orientés sur l'éducation, la santé, les questions d'aide sociale, mais il y a aussi tout un champ d'action qui nécessite des compétences spécifiques. On a parlé d'aménagement urbain, de gestion de l'eau, de gestion des déchets, mais aussi de culture, de sport. Le champ est très vaste de mobilisation autour du volontariat de solidarité internationale. Encore une fois, la meilleure solution, c'est d'aller sur le site de France Volontaire, d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de témoignages sur Instagram, sur LinkedIn, qui permettent d'illustrer les différentes formes d'engagement. Et Alice nous donnera aussi une illustration très concrète de ce qu'est l'engagement à l'international via le volontariat. Merci beaucoup, Yann. Alors, tous ces dispositifs répondent à un désir d'engagement qui est croissant, notamment chez les jeunes. Chez France Volontaire, on a lancé en novembre 2023 une enquête d'opinion menée par Opinionway qui avait pour thème les Français et le volontariat international. On va d'ailleurs partager le lien dans le chat, comme le lien de tous les dispositifs qu'on vient de citer. Et donc, ce qui ressort de ce sondage, c'est que s'ils en avaient l'opportunité, près de la moitié des Français seraient prêts à s'engager pour effectuer une mission de volontariat à l'international, et ça monte à 58% chez les 18-35 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une forte demande des missions, et j'aimerais juste attirer votre attention sur les dérives du volontariat qu'on appelle le volontourisme. Le volontourisme, c'est une forme de tourisme qui conjugue voyage et engagement solidaire. Alors si sur le papier c'est formidable, dans les faits, les missions qui sont créées toutes pièces par des organisations dont le modèle économique repose sur la quête de profit, avec des missions qui sont au mieux inutiles, au pire dangereuses, pour les volontaires aussi, et aussi bien pour les populations locales. Euh, c'est pas le sujet de notre webinaire aujourd'hui, mais pour résumer, si on vous demande une grosse somme d'argent en total décalage avec le niveau de vie dans le pays et puis sans traçabilité des fonds, soyez vigilants. On va mettre dans le chat le site stopvolontourisme.org que nous avons développé avec notre partenaire Friends International dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre le volontourisme. C'est un outil qui est très utile et qui vous permettra de vous poser les bonnes questions pour préparer votre mission qui sera éthique, durable et responsable. Et à ce sujet, je reviens vers vous, Yann Delaunay. Comment est-ce que France Volontaire garantit et sécurise un cadre de qualité pour toutes et tous? Alors, ça fait partie des missions qui sont confiées par l'État à France Volontaire, hein, de développer le volontariat international, le VIES, dans un cadre de qualité. La première clé pour le développement de missions de qualité, c'est son caractère partenarial, c'est-à-dire que le partenaire qui s'engage à accueillir un volontaire le fasse dans un cadre qui soit cohérent avec le volontariat. Et on ne va pas demander le travail d'un salarié, on ne va pas demander un travail d'un stagiaire, et on ne va certainement pas demander à ce qu'on vienne faire du tourisme. Il faut qu'il y ait une mission qui soit co-construite entre un partenaire en France et un partenaire dans le pays d'accueil, avec des objets qui soient précis et qui respectent les cadres, la loi, la réglementation. Et ça, c'est une des premières garanties du cadre de qualité, c'est son côté partenarial, co-construit, et qui s'inscrit vraiment dans des projets qui soient concrets et utiles pour le volontaire. Pour cela, ce qu'on fait à France Volontaire, c'est qu'on développe un réseau. On est implanté à l'international dans 24 pays pour bien connaître les partenaires, pour pouvoir aller voir les conditions d'accueil des volontaires, pour pouvoir se renseigner sur la moralité, sur la qualité des projets qui sont construits. Et ça, c'est extrêmement important pour développer aussi des projets où les volontaires vont être bien accueillis par des partenaires de confiance. Ce qui est certain aussi, c'est d'avoir, disons, des objectifs qui soient précis. On doit anticiper l'accueil d'un volontaire quand on est une structure d'accueil, et on doit aussi accompagner un volontaire quand on est une structure d'envoi. Et c'est un des enjeux très importants pour garantir la qualité des missions, c'est aussi de bien accompagner le volontaire lui-même. C'est pas si facile de quitter son environnement, qu'on soit français et qu'on aille dans un pays international ou l'inverse. Et donc, un des rôles de France Volontaire, des membres de la plateforme France Volontaire,
c'est d'assurer que la formation avant le départ soit de qualité pour le volontaire et qu'il se retrouve avec tous les outils, ou en tout cas le maximum d'outils pour commencer sa mission dans les meilleures conditions. Et une des clés, c'est aussi de les accompagner, d'accompagner les volontaires pendant leur mission. Une mission de volontariat, c'est aussi, je disais, sortir de sa zone de confort. Ça veut dire parfois des moments où on se sent moins bien, où on est plus en insécurité, on peut rencontrer des difficultés et avoir la capacité d'accompagner les volontaires tout au long de la mission. C'est aussi une des clés pour une mission de qualité. Un enjeu très fort pour nous, et c'est aussi un des grands intérêts du partenariat avec la Conférence des grandes écoles, c'est que ce volontariat, cet engagement, ces missions qui sont mises en œuvre par les volontaires, elles soient bien reconnues, qu'on appelle le post-volontariat, et que donc ce ne soit pas simplement un engagement pour soi, mais ce soit aussi un engagement qui est valorisé par les grandes écoles, par le monde professionnel aussi, pour que ce soit une expérience qui puisse être vraiment utile dans le parcours, pas seulement personnel, mais aussi professionnel. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs qui doivent être mobilisés pour garantir le cadre de qualité. Merci beaucoup Yann. Laurent Champanet, vous parliez tout à l'heure d'une expérience étudiante complète. Alors on sait qu'il y a de nombreux étudiants qui se mobilisent déjà dans des associations en parallèle de leurs études, sans forcément le cadre sécurisé évoqué à l'instant. Comment est-ce que cette convention, elle va concrètement être utile justement pour sécuriser ce qui est déjà entrepris par les étudiants et garantir la qualité de l'expérience de volontariat? Alors, pour compléter, là, en rebondissant sur ce que Yann vient de dire, hein, c'est que donc nous, on a effectivement la problématique de la sécurisation, hein, enfin, à la fois de la sécurisation, de la qualité de ce qui est fait au sens RSE, on va dire, hein, quand vous parlez de volontourisme, effectivement, par rapport à l'image de l'école, apprendre qu'on a un groupe d'étudiants qui se retrouvent dans une situation pas très alignée avec les valeurs de l'école, c'est très gênant. Et puis, on a aussi une problématique dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que il y a une loi qui est passée, hein, sur la valorisation de l'engagement étudiant. C'est-à-dire que nous, on se doit de traduire dans notre diplôme sous différentes formes, hein. Ça peut être dans la maquette pédagogique, ça peut être des points en plus sur certaines UE, ça peut être des crédits ECTS en plus, valoriser l'engagement. Mais pour ça, il faut qu'on sache exactement ce qui a été fait. Il y a un cahier des charges qui est fait avant de partir. Et il faut qu'on soit un peu sûr que la mission qui va être réalisée, qu'elle puisse être réalisée et qu'elle puisse correspondre au cahier des charges qu'on avait fixé, parce que sinon on a beaucoup de mal. Et on sait que si on commence à valoriser un petit peu n'importe quoi, on va rentrer dans un mécanisme où on ne saura plus jamais donner de la crédibilité à cette valorisation de l'engagement. Donc, effectivement, par les mécanismes que vient de décrire Yann, on peut avoir l'assurance, donc à la fois que la mission qui est annoncée, c'est bien celle qui va être faite, et qu'effectivement, les partenaires qui sont en face sont des partenaires de confiance, et qu'elle sera responsable en termes de RSE, et qu'on pourra en évaluer la qualité et effectivement ce qui était l'engagement de la personne. Alors, il ne faut pas exclure qu'on puisse avoir des étudiants qui, une fois arrivés sur place, soient plus si engagés que ça. Donc, c'est important qu'on le sache. Le fait d'avoir un partenaire local dans le pays d'accueil, un partenaire de France Volontaire, bah, ça nous permet de récupérer tous ces éléments-là, hein. Donc, sécurisation, crédibilité de la mission, alignement avec nos valeurs et capacité à évaluer ce qui a été fait. C'est des choses que, alors que les écoles construisent parfois au cas par cas dans tel pays parce qu'elles ont un partenaire qui est parfois un partenaire académique qui travaille avec des structures locales, mais qui est difficile de construire à l'échelle mondiale. Et là, en nous engageant avec France Volontaire, ben, on accède tout de suite à un volume de destination de confiance qui est beaucoup plus important. Et puis effectivement, la veille que vous assurez enfin, nous, un de nos étudiants dont la situation ne se passe pas bien dans un pays, s'il nous contacte, nous, ce n'est pas forcément facile d'intervenir. Si on peut intervenir ensemble, c'est beaucoup plus simple. Et puis, comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'engagement sur des gens un peu plus âgés qui sont en activité. On constate aujourd'hui qu'on a un certain nombre
Alors souvent, les premiers emplois de nos alumni sont des emplois qui sont assez engageants. Nos alumni veulent réussir leur insertion dans l'entreprise, donc ils s'engagent très fort tout de suite. Et on voit qu'au bout de quelques années, ils se disent, tiens, je suis encore jeune, j'ai pas d'engagement familiaux, mes parents sont encore jeunes, est-ce que je pourrais pas partir? Et est-ce que je peux pas négocier avec mon entreprise d'avoir un congé relativement long et là, du coup, m'engager? Donc, si ces gens-là, ils peuvent se souvenir que quand ils étaient dans l'école, il y avait un partenaire de confiance qui était France Volontaire, ça peut aider à limiter ce que ces gens-là se retrouvent engagés dans du volontourisme. Voilà. Je ne peux pas vous garantir que quand ils seront à la retraite, ils se souviendront toujours, toujours de nous, mais au moins, voilà, on a des promotions, on a des promotions qui sont souvent assez soudées, donc il se passe pas mal d'informations. Donc effectivement, la petite taille des promotions, le fait qu'elles soient relativement soudées, c'est un moyen de passer de l'information. Et puis on a souvent des sociétés d'alumni qui sont assez efficaces et du coup, bah, elles peuvent passer l'information vers des plus âgés. Super, merci beaucoup. On espère quand même qu'à la retraite, on peut se souvenir de ces choses aussi importantes. Sans transition, je vais laisser la parole à Alice Zalia, qui va illustrer en fait concrètement ce que signifie l'engagement volontaire de la jeunesse. Alice, vous êtes diplômée de Sciences Po Bordeaux et vous avez été VSI pendant 1 an au Maroc, à Tanger, dans le cadre d'une coopération décentralisée. On aimerait en savoir plus sur vous, sur votre parcours de volontaire et sur ce qui vous a amené finalement à partir en volontariat international. Merci beaucoup, Charlotte. Encore merci pour l'invitation de pouvoir participer aujourd'hui à ce webinaire. Effectivement, j'ai 29 ans, je suis franco-italienne et à la fin de mes études, j'ai réalisé un double parcours entre l'Université de Turin et Sciences Po Bordeaux et j'ai choisi de faire un master dans dans la majeure affaires internationales. Et du coup, j'ai eu 4 ans, disons, d'expérience dans le milieu associatif et de la solidarité internationale en France, tout de suite après la fin de mes études. En tant que chargée de mission, chargée de coordinatrice de projet, toujours dans ce secteur. Donc, ça avait un lien avec l'international, mais j'avais vraiment envie de pouvoir avoir une expérience concrète à l'étranger. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le VSI. J'en avais entendu parler précédemment à la fin de mes études et ça m'avait interpellée et intéressée surtout pour sa dimension en lien avec la dimension des compétences. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup car je souhaitais bien sûr aller à l'étranger, mais aussi de l'insérer dans le cadre de mon parcours professionnel. Et c'est comme ça que quand j'ai vu l'offre et j'ai eu l'opportunité de pouvoir être sélectionnée pour partir en VSI en début de l'année 2024, à Tanger en particulier, c'était une mission qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai fini ma mission il y a 1 mois et demi à peu près en tant que chargée de projet de coopération. Et en quoi ça consistait concrètement votre mission, Alice? Alors, c'était une mission d'une durée de 12 mois et j'étais au sein du conseil régional Tanger-Tétouan à l'OCIMA, qui était donc la structure d'accueil. Et je travaillais évidemment étroitement avec mes collègues basés à Marseille au sein de la région Sud-PACA. Et j'appuyais les deux équipes qui travaillaient dans différents services, mais particulièrement dans le service de la coopération décentralisée des deux régions pour fluidifier les échanges, pour faire en sorte, je suivais les projets, la mise en œuvre des projets de coopération en cours en étant en lien avec les partenaires et les opérateurs régionaux à distance français, mais effectivement, évidemment aussi avec les partenaires marocains sur place.
Et donc, petit à petit, ça a été aussi, mon rôle était aussi de pouvoir faire la médiation entre les deux équipes, apprendre à connaître de plus en plus le pays que je connaissais parce que je vivais donc quotidiennement au Maroc, mais je commençais aussi à développer de plus en plus de connaissances sur les enjeux géopolitiques et diplomatiques entre les deux pays, et ce qui m'a permis de pouvoir, voilà, avec l'équipe bien sûr de la région PACA, développer et orienter la suite de la coopération. Et en général, j'ai eu aussi l'opportunité de suivre plusieurs partenariats et des partenaires qui étaient locaux au Maroc pour favoriser de nouveaux projets. Et est-ce qu'il y a un projet phare que vous pourriez présenter à nos auditeurs, un projet qui vous a marqué? Oui, effectivement, il y a un projet qui a été un peu emblématique au cours de l'année 2024-2025 pour la coopération. C'était un projet enfin, c'est un projet encore en cours, qui est financé à 85% par l'Union européenne et qui s'appelle Services locaux énergie-climat. Ça avait l'objectif d'opérationnaliser 8 centres sur 8 communes différentes dans la région du nord du Maroc pour sensibiliser en général et sur les enjeux en lien avec la transition énergétique et climatique, mais qui aura aussi l'objectif de pouvoir accueillir des formations pour les métiers du bâtiment, les architectes, les urbanistes, mais aussi les élus et les agents territoriaux du Maroc. C'était un projet qui était très intéressant parce qu'il était porté par la région Tanger Tétouan Al Hoceïma. Et donc, la région française avait vraiment un rôle d'accompagnement, mais voilà, pas de chef de file dans le cadre du projet. Donc, c'était un projet emblématique pour la coopération décentralisée. C'était très intéressant pour moi de travailler sur ce projet. Mm. Oui, et puis alors si on comprend bien, vous étiez vraiment complètement impliqué et au sein d'une équipe sur place. Ça, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Parce que c'est assez rare finalement. Oui, oui, absolument. Je pense que ça a été un des aspects les plus intéressants pour moi, et ce qui m'a apporté le plus, c'était le fait de pouvoir en étant volontaire de solidarité internationale, être au sein d'une administration publique marocaine, ce qui peut pas forcément être le cas, enfin qui peut pas être le cas d'ailleurs dans d'autres dispositifs comme le VIA par exemple. Et c'est ce rôle-là de pouvoir vraiment être au cœur du fonctionnement d'une administration à l'étranger, qui a été très, très intéressant pour moi, non seulement parce que, évidemment, j'ai pu développer des compétences techniques qui vont sûrement être utiles pour moi pour la suite, mais c'était vraiment de pouvoir apprendre à avoir une posture dans le cadre d'un pays à l'étranger, mais en comprenant les enjeux qu'il y a autour et pouvoir trouver sa place dans un environnement très différent par rapport à celui que j'avais pu avoir en France auparavant. Oui, c'est très juste Mm. la question de la posture. Effectivement, quand on est volontaire, savoir trouver sa place, s'adapter, avoir adopter les bonnes, les bonnes actions au bon moment. Très intéressant, Mm. effectivement, de revenir là-dessus. Euh, on parlait de sécurité, de qualité, de préparation au départ. Est-ce que vous, concrètement sur le terrain, ça a été utile au jour le jour, justement dans votre mission pour avoir la bonne posture, Oui, cette préparation? absolument. Absolument. J'avais même, enfin, avant de partir, je m'étais informée sur les différents dispositifs. J'avais déjà fait du bénévolat à l'étranger, mais cette fois, j'avais vraiment envie de partir dans un cadre structuré, et ça a été le cas avec France Volontaire. Comme ma mission était dans le cadre d'un programme particulier, le programme TEVO. Mais c'est le cas, je pense, pour n'importe quel VSI. J'ai pu avoir dès vraiment la sélection, en fait, j'ai remarqué que l'équipe de France Volontaire était très attentif et a veillé à ce que je sois consciente du fait qu'en partant en VSI, j'aurais pu avoir un accompagnement
pendant la mission, mais aussi après. Donc concrètement, j'ai pu participer à une formation de préparation au départ, qui a été très utile à Paris, parce que j'ai pu déjà rencontrer d'autres jeunes qui s'apprêtaient à partir en volontariat, mais aussi pendant ma mission, ça a été très intéressant. J'étais en lien quand je le souhaitais avec l'équipe de l'espace volontariat qui est présent au Maroc, qui a pu me rassurer au début, m'expliquer vraiment concrètement des petites choses logistiques qui peuvent être plus compliquées quand on arrive et qu'on n'a pas cet accompagnement. Et puis aussi, pendant ma mission, j'ai eu plusieurs temps d'échange avec l'équipe sur place pour savoir si tout allait bien. Moi, quand j'avais aussi des questions, je pouvais bien sûr revenir vers eux. J'ai été mise en lien aussi avec tout le réseau de volontaires, non seulement en VSI, mais aussi en service civique, des anciens volontaires qui sont restés sur place et qui sont maintenant expatriés au Maroc. Et ça a été très intéressant. J'aurais pas sûrement eu beaucoup plus de difficultés à être en lien avec ce réseau si j'étais partie par moi-même. Et puis là, comme j'ai terminé il y a un mois et demi ma mission, je vais sûrement participer un temps d'échange à la fin de ma mission. C'était une de mes craintes que j'avais un petit peu de pouvoir, de savoir comment me réorienter en Ah, revenant en France et voilà. ok, super. Merci beaucoup. On n'a pas entendu tout à fait la fin, Ah, mais désolée. aucun problème. C'était quelques mots. Il me semble que vous, quand même, vous souhaitez poursuivre votre engagement. Quels sont vos projets aujourd'hui, Alice? Alors effectivement, j'ai su il y a quelques semaines que je vais pouvoir renouveler pour un an ma mission à Tanger. Et donc je vais recommencer un an en VSI à partir du mois de juin, toujours à Tanger pour continuer à suivre les projets que j'avais pu voir l'année dernière. Et je suis très contente de pouvoir avoir à Tanger et au Maroc. Et manifestement dans de bonnes conditions, bien encadrées et maintenant avec un Absolument. super réseau. Oui, tout Merci à fait. pour ce témoignage très riche et hyper inspirant et très utile hein, pour montrer aussi l'impact du VUS sur le parcours et puis sur le parcours volontaire qui peut se construire. Je regarde dans le chat s'il y a des questions, mais manifestement, on a été assez précis. On retrouve dans le chat l'ensemble des liens des sites de la conférence des grandes écoles, de France Volontaire, des différents dispositifs évoqués par Yann Delaunay, chantiers internationaux, service civique international, VSI également. Est-ce que Yann ou Laurent, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit en attendant que je fasse le... Yann, peut-être. Laurent, Laurent. quand Ah, même. Non, non, mais je voulais féliciter Alice effectivement pour ce témoignage, hein. Donc, Sciences Po Bordeaux, c'est une école de la conférence des grandes écoles. Alors, euh, nous, la conférence, on est une association qui ne dit pas aux grandes écoles ce qu'elles ont à faire, hein. Donc, mais on sert un petit peu de centre de ressources et puis de centre de partage d'informations. Alors, ça montre que voilà, Sciences Po Bordeaux n'a pas eu besoin de la conférence des grandes écoles pour faire que Alice puisse partir en volontariat. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça s'est fait en partenariat avec son école ou pas, mais toujours est-il que nous, en fait, ce qu'on s'est dit quand on a signé cet engagement ensemble, c'est que nous, en fait, au sein de la conférence des grandes écoles, on a une commission qui s'occupe de l'international, mais qui s'occupe aussi des questions de. On a une autre commission qui s'occupe d'aspect plus vie étudiante, solidarité, et que on allait proposer que les dispositifs qui sont présentés là soient présentés dans le sein de cette commission, qui rassemble en fait l'ensemble des acteurs de nos écoles en charge de mobilité internationale, en charge de vie étudiante, pour que eux puissent faire les relais vers les
vers les écoles et vers les étudiants, donc afin d'avoir une bonne information vers les bonnes personnes dans nos écoles, voilà, pour assurer un maximum de diffusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette opportunité. Nous, on croit beaucoup cette convention de partenariat avec la Conférence des grandes écoles. On a manifestement encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître le volontariat international, le VIES. Notre conviction, c'est pas tant que les étudiants, les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, n'ont pas envie, mais plutôt qu'ils n'ont pas forcément l'information, et c'est extrêmement important et structurant pour nous d'avoir un partenariat de cette qualité-là pour trouver les espaces qui permettront d'amener toujours plus de jeunes à s'engager, que ce soit des jeunes Français aussi qui partent à l'international, ou aussi la réciprocité à laquelle on est encore une fois très attaché. Pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui ne seraient pas ressortissants français, n'hésitez pas à aller consulter les sites de France Volontaire, qui ont souvent des pages Facebook ou des sites dédiés. Vous pourrez avoir des informations sur l'activité depuis les pays aussi où on travaille. Ils seront très attentifs à votre engagement. Mais merci beaucoup pour, en tout cas, Alice, que j'avais eu le plaisir de croiser pendant une soirée à Rabat aussi. Et c'est vrai que la dynamique liée, nouée par les volontaires pendant leur séjour est aussi extrêmement importante. Alice avait aussi d'autres volontaires qui étaient dans des coopérations décentralisées. Ça permet de partager aussi des enjeux spécifiques, et puis aussi d'avoir des moments de convivialité, ce qui est évidemment aussi très important pendant ces séjours internationaux. Donc, merci beaucoup à Charlotte pour ce temps d'échange, et j'espère que ça permettra de générer de nouvelles vocations très rapidement. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. On va clôturer ce webinaire et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.